Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la situation en Syrie après les frappes menées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Nous entendrons Monseigneur Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. En plein état généraux de la bioéthique, Alliance Vita ouvre un showroom clandestin pour alerter sur le marché de la procréation. Précision dans quelques instants. Et puis un reportage sur le festival du film diocésain de Lille. Cette année, il veut aider à réfléchir aux fenêtres pour la paix. Hier, les députés ont entamé pour une semaine l'examen du projet de loi Asile et Immigration, un texte controversé pour faciliter à la fois l'expulsion des déboutés et l'accueil des acceptés. Pour défendre le droit des migrants, il faut que des voix s'élèvent, nous dit Monseigneur Benoît de Sinetti, vicaire général du diocèse de Paris. Dans son livre tout juste sorti aux éditions Flammarion, il est aujourd'hui notre invité. Et on commence avec la Syrie et les frappes aériennes le week-end dernier des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France pour détruire l'arsenal d'armes chimiques syrien. Dimanche, lors de l'Angélus, le pape François a regretté les désaccords des dirigeants internationaux qui empêchent la justice et la paix. Les deux patriarches orthodoxes d'Antioche et le patriarche grec melkite catholique Joseph Apsi ont dénoncé dans un communiqué l'agression brutale qui a eu lieu contre la Syrie, en affichant clairement leur soutien à Bachar al-Assad. Alors de notre côté, nous avons contacté plusieurs chrétiens sur place et il est vrai que beaucoup ne croient pas au discours des attaques chimiques. Pour mieux comprendre cette méfiance envers les paroles des Occidentaux, nous avons contacté Monseigneur Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient, actuellement en déplacement en Irak. Nous avons frappé donc sans avoir publié les preuves, sans avoir le retour de la commission d'enquête, et nous frappons aussi sans avoir l'aval du Conseil de sécurité. Donc il y a une base juridique tout de même assez fragile de ce type d'action. Voilà. Donc nous entendons tout cela, nous comprenons les réactions un peu vives de ceux qui vivent de l'autre côté, donc en particulier des chrétiens. Nous trouvons qu'il faut chercher des chemins de paix. Et c'est pas en ajoutant des frappes à des frappes qu'on établira des chemins de paix. Par conséquent, il faut aider à trouver des lieux où les gens puissent se parler, un, pour finir la guerre, mais deux, pour gagner la paix. C'est-à-dire, quelle sera la Syrie de demain? Nous avons besoin d'entendre des uns ou des autres leurs projets pour la Syrie de demain. Alors après ces frappes, quelles sont les préoccupations des chrétiens sur place? Quel est leur état d'esprit? Nous avons joint ce matin à Damas l'un de leurs pasteurs, Monseigneur Nicolas Antiba. En tant que chrétiens, nous avons toujours l'espoir. Et cet espoir nous le donne le Christ. Et malgré que les gens se disent oui, ça va aller, tout cela, mais on sent encore une certaine tristesse dans leur visage. Vous voyez, plusieurs des jeunes se disent mais est-ce que ça va cesser? Est-ce que ça va continuer? À quoi bon vivre ici? Alors il faudrait peut-être émigrer, quitter le pays, tout cela. Et c'est une situation qui s'aggrave de plus en plus, et spécialement pour nous, les responsables des églises. En République démocratique du Congo, quelques jours après l'assassinat d'un prêtre et alors que l'Église demeure la cible de nombreuses agressions, les évêques ont une nouvelle fois exprimé samedi leurs inquiétudes. Pour eux, les conditions pour des élections libres, transparentes et apaisées ne sont pas réunies. Les évêques demandent également au gouvernement de sécuriser toute la population et ses biens, notamment dans la région du Nord Kivu. Dimanche matin, après la prière mariale du Regina Coeli, le pape François a invité à respecter la dignité des malades. Il a cité les cas du français Vincent Lambert et de l'anglais Alfie Evans, inconscients depuis 2016 à Liverpool, pour exprimer la délicatesse, la douleur de certaines situations de patients. On l'écoute. Je confie à votre prière les personnes comme Vincent Lambert en France et le petit Alfie Evans en Angleterre et d'autres personnes dans différents pays qui sont en train de vivre parfois depuis longtemps dans un état d'infirmité sérieux, assistés médicalement par leurs besoins primaires. Il s'agit de situations délicates, très douloureuses et complexes. Nous prions pour que chaque patient soit toujours respecté dans sa dignité
et soigné de façon adaptée à son état, avec l'accord des membres de la famille, des médecins et des autres opérateurs sanitaires, avec un grand respect pour la vie. J'ajoute qu'aujourd'hui, les avocats des parents de Vincent Lambert ont déposé un recours auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Mardi dernier, le docteur Sanchez a fait savoir sa décision d'arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert. Près de 90 000 personnes ont signé une pétition pour sauver Vincent Lambert. Sur la question de la PMA et de la GPA, Alliance Vita lance un dernier appel avant mobilisation. Quelques jours avant la fin des débats des États généraux de la bioéthique, le mouvement a ouvert ce matin un espace pour recevoir politiques et journalistes. Il veut dénoncer la logique d'une marchandisation de la procréation. Dans ce lieu appelé showroom privé, on peut voir des mannequins étiquetés, comme vous le voyez sur ces images, symbole du corps comme un objet de marché. Pour Alliance Vita, c'est un moyen d'alerter les politiques et les législateurs sur la question avant de penser avec d'autres associations à une grande mobilisation. Nous avons ouvert aujourd'hui un showroom clandestin de la procréation pour montrer vers quoi aboutirait la prétendue PMA pour toutes. À partir du moment où la procréation médicalement assistée bascule hors du champ de l'infertilité, c'est la porte ouverte à toutes les dérives que nous montrons, avec des bébés sur mesure, avec des êtres humains qui sont chosifiés, avec un marché libéralisé et dérégulé de la procréation ou étatisé. Et nous en appelons au président de la République, qui a le dernier mot dans le domaine de la loi bioéthique. Nous lui demandons de nous protéger de ce basculement, de ce nouveau paradigme procréatif qui menace la dignité de l'homme, de la femme et de l'enfant. C'est pour nous un dernier appel avant une mobilisation générale qui prendra la forme que nous déciderons avec d'autres associations le moment venu. Ce matin, Monseigneur Bataille a publié un communiqué concernant une enquête en cours pour un prêtre de son diocèse, le père Pérard. Il a été suspendu par l'évêque de tout ministère public et privé. Son dossier a été transmis à Rome. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement plusieurs enfants dans les années 80 et 90. Il était alors infirmier pour les camps gérés par l'association Vacances vers les sommets. Et puis un autre cas signalé à la cellule permanente d'écoute de la Conférence des évêques de France le 26 mars. Une famille a mis en cause l'actuel responsable du foyer de charité de Baye. Une enquête est en cours. Par ailleurs, dans le même dossier d'accusation, il est fait mention du père Michel Blard, décédé en 2014. Enfin, le prêtre signalé par le diocèse d'Orléans il y a quelques jours pour agression sexuelle a été mis en examen par la justice vendredi. Voilà des informations douloureuses mais nécessaires à entendre pour que la vérité éclate et permettre aussi à d'éventuelles victimes de se manifester. La béatification d'Adèle de Batz de Trinquet-Léon approche. Ce matin, le diocèse d'Agen et les religieuses marianistes sont venus à Paris pour présenter un spectacle sur la fondatrice de la Congrégation des Filles de Marie. Adèle est née le 10 juin 1789 au château de Trinquet-Léon, dans la commune de Feugarolles. C'est là-bas que sera joué le spectacle les 8 et 9 juin, les 2 soirs avant la béatification. Créé par le diaconat de la beauté, il retrace l'audace d'une missionnaire, une pièce pour mieux comprendre la figure de sainteté d'Adèle. Pour moi, elle représente peut-être la sainteté dans l'ordinaire. J'y vois beaucoup de traits communs avec la petite Thérèse, qui est en fait la grande sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle nous propose la voie de l'amour, de l'abandon. Elle était donc une femme d'un tempérament très entier, mais comme elle a cette foi, sa grande foi lui permet de petit à petit de progresser dans l'abandon. Et puis, je retiens quand même aussi l'amitié, un peu comme modèle de sainteté. Voilà, cet équilibre affectif qui fait que son amour pour le Christ, pour celui qu'elle appelle son seul époux, rayonne autour d'elle en amour pour tous ceux qu'elle approche, avec tous ceux avec qui elle est en correspondance. Voilà, moi je retiendrai ça comme modèle de sainteté. La béatification retransmise sur notre antenne aura lieu le dimanche 10 juin à 15h dans le parc d'exposition d'Agen. Le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal Amato, présidera la cérémonie et c'est tout un diocèse qui se prépare à vivre cet événement. Ça se prépare avec beaucoup d'intensité, beaucoup de ferveur. Tout le monde est heureux de préparer cet événement qui, je pense, donnera une certaine vitalité aux paroisses et aux communautés. Je pense que c'est un beau message donné à la jeunesse déjà, mais aussi à toutes les générations, puisque elle a connu le combat spirituel, les épreuves de la maladie, et puis c'est pas une sainte où tout va tout seul, non, il y a des moments un peu de doute, des combats, voilà.
Et elle parle beaucoup du détachement en particulier, le renoncement à la mondanité, comme elle dit, voilà, et pour se centrer vraiment sur le Christ et sur l'amour de Jésus. Dimanche, Monseigneur Philippe Christori a pris place pour la première fois dans la cathèdre, c'est-à-dire la chaise de l'évêque de la cathédrale de Chartres. Nommé le 2 février par le pape François, il est devenu le 129e évêque de Chartres. Après avoir reçu son anneau, sa mitre et sa crosse, il succède ainsi à Monseigneur Michel Pansard, devenu évêque du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Plus de 3000 personnes ont participé à l'ordination épiscopale de Monseigneur Christori. Et à la fin de son ordination, il a lancé un appel à vivre la fraternité dans le diocèse. Dans nos villes et villages, beaucoup de personnes sont isolées, hospitalisées, retenues à domicile ou encore en prison. L'Église a vocation et mission d'aller vers elles et je rends grâce pour les acteurs qui s'y emploient. J'espère être l'évêque de tous, au-delà des sensibilités et des cultures. Ma mission première sera de veiller à la communion ecclésiale. Pour que celle-ci advienne, chacun sera invité à faire un pas positif vers les autres. Je le souhaite pour que le mot fraternité ne soit pas un slogan, mais une réalité. À partir de demain, 10 000 jeunes âgés de 15 à 18 ans sont attendus pour le 110e pèlerinage du Frat à Lourdes jusqu'à dimanche. Un pèlerinage voulu et animé par les évêques d'Île-de-France qui rassemble les jeunes chrétiens de ces 8 diocèses. Depuis le 3 avril, le diocèse de Lille propose son festival du film. Pour la 9e édition, qui coïncide avec les 100 ans de la fin de la Grande Guerre, c'est le thème de la paix qui a été choisi. Dans des cinémas implantés dans le diocèse, des projections sont proposées plusieurs soirs avec des longs métrages qui interrogent sur la notion de paix. Jeudi dernier, le film « Ce qui nous lie » de Cédric Clapiche était proposé dans la commune d'Hasbrook. Suivi d'un échange, nous y étions. Un festival de cinéma sur le thème de la paix n'est pas forcément synonyme de film de guerre ou de fiction sur des sociétés dystopiques en tout genre. La paix, ça doit déjà se vivre dans le foyer familial. Comme dans le film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lie, diffusé ce soir-là dans la salle du cinéma d'Hasbrook. Le film parle d'amour fraternel et de sacrifice, avec en toile de fond un lien fort à la terre. C'est un chemin qui permet de retrouver une paix intérieure. Et que finalement, au long du film, chacun va faire ce chemin. Chacun est habité d'une violence à faire ce chemin d'une paix intérieure. Et finalement, ils vont trouver une solution pour cet héritage qui est cette paix intérieure collective qui se construit. Pour le frère dominicain Benoît Hant, qui intervient régulièrement lors du festival en sa qualité de cinéphile et d'expert en cinéma, voir un film comme celui-ci peut donner des clés de lecture intéressantes quant à sa propre vie de famille. Le cinéma aussi peut me donner des instruments, des gestes, des attitudes, ou refaire renaître l'espoir en moi. Quand c'est des films qui sont porteurs d'espérance, qui montrent qu'après des années, peut-être une réconciliation a été possible, ça peut me redonner un souffle d'espérance. On prend le cinéma pour parler de notre foi et pour, on va dire, la cultiver. Notre petit slogan de festival, donc des hommes et des films, c'est le festival qui cultive la foi. Donc non seulement en venant voir des films au cinéma, on se cultive, on découvre des œuvres d'art, mais on se pose des questions, voilà, par rapport à un film au film qui nous est montré. Voilà, nous en tant que chrétiens, qu'est-ce que ça provoque en nous, quelles questions ça nous pose, est-ce que ça nous choque, est-ce que ça nous plaît. Le festival s'achèvera jeudi prochain avec une dernière projection prévue à 20h au studio 43 à Dunkerque. Voilà, ce sera avec le film Dancing in Jaffa de Hila Medalia. La journée d'hier a été marquée par un anniversaire, celui du pape émérite Benoît XVI. Il a fêté ses 91 ans. Vous voyez à l'écran quelques photos de lui enfant et tout au long de sa vie au service de l'Église. Hier, il a fêté son anniversaire avec son frère Georges, arrivé de Bavière. Et puis, comme cadeau, il a pu visionner en avant-première un documentaire intitulé Benoît XVI, l'heure de vérité, qui retrace les temps forts de sa vie. Et on poursuit avec la chronique du Monde. Jasmin Lemieux-Lefebvre nous parle de la question des mères porteuses au Canada. Il n'y a pas de cadre juridique sur cette question au pays. Alors oui, si de façon tout à fait bénévole, volontaire, une femme veut porter une grossesse d'un autre couple ou d'une personne, homme ou femme qui
par le prêt d'ovules ou de sperme, voudraient avoir un enfant, c'est possible, mais avec un vide juridique complet. Ce qui fait que les Canadiens doivent se tourner vers l'étranger. D'ailleurs, il y a un cas médiatisé, le président du Conseil du Trésor au pays, M. Scott Bryson, avec son conjoint, est allé aux États-Unis chercher leur enfant auprès d'une mère porteuse. Et l'un des collègues de M. Bryson, Anthony Osfather, qui est le député libéral de Mont-Royal, à Montréal, va présenter au mois de mai prochain un projet de loi pour légiférer, permettre la rémunération des mères porteuses au pays. Justin Trudeau, le premier ministre canadien, a annoncé que c'était un débat important. Et depuis lors, il y a eu une série de levées de boucliers, la plupart de groupes féministes qui s'insurgent contre cette possibilité. Beaucoup des membres du caucus de Justin Trudeau, beaucoup de femmes, se sont également montrées très rébarbatives à cette idée. Alors, ce n'est pas demain la veille qu'il y aura législation pour permettre cette GPA, gestation pour autrui, au Canada. On suivra le tout pour vous. Merci Jasmin, il est temps de retrouver notre invité. Un texte à la logique répressive pour des députés de la majorité, un projet inutile et dangereux pour les insoumis. Les Républicains parlent d'un texte pas assez solide pour que la France choisisse qui elle accueille. Au Front National, on estime que ce texte va accélérer l'immigration, jugée laxiste par certains, dangereux pour d'autres. Une chose est certaine, le projet de loi Asile et Immigration n'est pas débattu sereinement depuis hier à l'Assemblée nationale. Monseigneur Benoît Sinetti, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes vicaire général du diocèse de Paris, auteur du livre « Il faut que des voix s'élèvent » aux éditions Flammarion, qui vient tout juste d'être publié. Alors le gouvernement souhaite donc de nouvelles bases pour une immigration maîtrisée, tout en redonnant sa qualité humanitaire et la notion d'asile. Peut-être en quelques mots, votre avis sur ce que vous savez des propositions de loi du gouvernement? C'est toujours la même chose. Il y en a qui vont dans un sens qui me paraît positif, d'autres qui sont plus inquiétantes. La question, en fait, de ces propositions de loi qui se succèdent depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, la question qu'elles posent, c'est qu'en fait, elles correspondent plus ou moins à mettre des rustines sur la coque d'un bateau qui prend l'eau. Alors on peut retarder ainsi tel ou tel effet indésirable, mais la véritable question qui nous est posée, c'est pourquoi est-ce qu'on ne rebat pas les cartes, ou plutôt pourquoi est-ce qu'on ne met pas les cartes sur la table et qu'on essaie de repenser à une autre manière de faire. Justement, qu'est-ce qui vous interroge, vous, dans la façon de nos responsables politiques de s'emparer de cette question des migrants depuis ces 15 années? Mais il faut dire à la décharge des responsables politiques actuels, c'est qu'ils héritent d'une situation qui, depuis une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, est basée sur un discours qui est tronqué. Soit on nous dit, depuis 40-50 ans, rassurez-vous, bonnes gens, il ne se passera rien, parce qu'avec nous, ils ne passeront pas. Soit on nous dit... mais en fait, il ne se passe rien, rien n'est grave, c'est très bien comme ça et ça va être formidable, c'est l'avenir de l'humanité et youpla boum, quoi. Voilà, donc ils héritent de ça aujourd'hui et dans une situation qui, dans nos pays, notamment en France, est encore une situation économiquement, socialement très lourde, très tendue, où les gens sont mal. Voilà, il y a une angoisse qui étreint le pays. Et donc tout ça, c'est une espèce de surenchère et donc on est dans l'urgence. Voilà. Mais gouverner, c'est aussi anticiper. Et moi, je souhaite vraiment que, outre ces mesures d'urgence, il puisse y en avoir aussi, et plus importantes, qui soient prises pour anticiper, préparer. Il y a aussi la question de la peur, au fond, sur cette question des migrants, dans la société, mais aussi comme dans l'Église. Hein. On entend souvent la peur de se faire envahir, la peur de voir son pays dominé par les musulmans, la peur d'une incompatibilité entre plusieurs culture. Est-ce que vous les comprenez, ces peurs, et même est-ce que vous les avez déjà ressenties? Et puis, comment faire pour les dépasser, au fond? Moi, je vais vous dire, mon sentiment, c'est que je ne suis absolument pas béat de joie et d'exaltation devant le fait que des gens doivent quitter leur pays pour venir vivre ailleurs que chez eux. Voilà. S'ils le font, c'est qu'ils ont des raisons de le faire, personne ne le fait par plaisir, et donc tout ça ne me ravit pas. Voilà. Maintenant, ce que je constate de manière très claire, c'est que ceux qui viennent chez nous, dans la 99, 95, 90%,
sont des gens qui n'ont pas en poche les formulaires CERFA qui leur permettront de faire les demandes d'aide sociale auxquelles ils pourraient prétendre. Ils arrivent, ils ne connaissent rien dans notre système. Dire le contraire est un mensonge, vraiment. Après que les gens, que nous puissions ressentir des peurs, c'est absolument légitime. La peur de l'invasion, elle est aussi vieille que l'Europe, parce que l'Europe a connu des invasions, mais des invasions militaires, des invasions violentes. Là, on ne parle pas de légions qui sont envoyées par un général obscur du fin fond de l'Afrique ou de l'Asie et qui déferlerait sur l'Europe. C'est pas du tout ça, la réalité. La réalité de ce qui se passe en Europe, c'est que des gens viennent chez nous parce que depuis plus d'un siècle, on leur renvoie l'image et le modèle d'une société d'abondance, et qu'ils se disent que cette abondance, ils veulent y en avoir leur part. Voilà. Qu'est-ce qui a fait, au fond, pendant toutes ces années, qu'on a oublié en France, historiquement une terre d'accueil, on est incapable d'être serein face à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est devant cette situation? Parce que je pense que, encore une fois, pour beaucoup de gens, la vie, elle est lourde, elle est difficile, et que quand on n'a pas de quoi, ce qui est quand même le lot de 70% des ménages en France, de quoi boucler sa fin de mois, quand on est en permanence obsédé par des questions matérielles qui sont premières parce qu'elles sont tellement importantes qu'elles bouffent tout le reste, les gens, ils sont dos au mur, quoi. Et donc, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on s'occuperait d'eux et pas de moi? Voilà. Et c'est là où est la responsabilité politique, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer les pauvres aux pauvres. Il ne s'agit pas de faire peur à des pauvres Français avec des pauvres étrangers. Voilà. Et toute l'ambiguïté, elle est là. Et précisément, ce qui me semble très important, c'est qu'aujourd'hui, on puisse se dire, il y a d'autres moyens d'aborder cette question et de regarder vers l'avenir devant une situation qui est inéluctable. Parce que de toute façon, les questions de natalité, les questions de différentiel économique font que de toute façon, cette migration, elle existe. Et voir comment on essaie d'aborder ça sereinement et de manière constructive. Justement, parmi ces moyens, lesquels vous pouvez suggérer ? Mais ouais, il me semble d'abord, alors il y a des questions d'urgence absolue, c'est-à-dire que ces gens qui arrivent et qui ont traversé pour venir chez nous des pays dangereux où ils ont souffert l'esclavage, la torture, la déportation, la traversée de la mer Méditerranée dont on connaît les conséquences pour nombre d'entre eux, plus de 30 000 noyés, au moins 30 000 noyés ces dix dernières années. Les camps du sud de l'Europe. Donc pouvoir permettre à ces gens qui arrivent chez nous, d'une part de pouvoir apprendre le minimum de français pour s'adresser à l'administration française, et ensuite d'être écoutés. Ils portent avec eux des traumatismes colossaux, personne ne les écoute. Et ces gens-là, si vous ne les écoutez pas, et que vous les laissez à l'abandon dans la rue, d'un point de vue simplement cynique à la limite, dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils deviendront? Et de quoi seront-ils capables? Donc comment désamorcer ces problèmes alors qu'ils ne sont pas encore des problèmes? Voilà. Et puis, de manière plus large, il y a évidemment, mais ça c'est de la politique internationale, c'est comment permettre que les pays d'où viennent ces gens soient des pays où ils aient envie de rester, parce qu'ils pourront y connaître une vie plus prospère et y avoir une espérance pour leurs propres enfants. Quel parent ne veut pas le meilleur pour son fils ou sa fille? Justement, dimanche matin, vous étiez avec l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, à la rencontre de migrants dans le nord de Paris. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qui vous touche dans leurs paroles? D'abord, si je peux me permettre, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est-à-dire que là, on a, au bord de ce canal de la Villette, au nord de Paris, on a 2000 personnes qui sont installées sous tente. 2000 personnes. Des hommes, des femmes et des enfants. Pour ces 2000 personnes, il y a 6 anisettes, il y a 8 robinets d'eau. Voilà. Donc aujourd'hui, à Paris, en 2018, pour 2000 personnes, des femmes, des enfants et des hommes, on a 6 anisettes et 8 robinets d'eau. Voilà. C'est invraisemblable. Et c'est même scandaleux. Voilà. Après, les gens, quand ils vous accueillent, malgré cela, quand vous arrivez, une gentillesse et une douceur formidables. Formidables. Ils sont heureux qu'on vienne les voir. Et moi, c'est ce que je dis aux gens. Je leur dis, mais allez à la rencontre de ces migrants. Ce ne sont pas des délinquants. Ce ne sont pas du tout des délinquants. C'est des gens qui sont des gens comme vous et moi, et qui sont plutôt dans l'attente de liens, de rencontres. Ils n'en voudront pas à votre portefeuille. Ils ne viennent pas vous demander de l'argent, juste de la considération. Voilà. Ce ne sont ni des bêtes, ni des délinquants. Ce sont des hommes. Dans votre livre, vous écrivez qu'à travers leur drame, le Christ nous adresse un message nous invitant à ouvrir nos bras et nos cœurs. Alors concrètement, ça
passe par quoi pour nous, les chrétiens qui Des choses très concrètes. La première chose, c'est de ne pas véhiculer les discours de peur. Parce que tout le monde n'est pas forcément en contact avec des migrants. Ils ne sont pas partout en France, quoi qu'on puisse en laisser dire. C'est quelques dizaines de milliers de personnes qui arrivent chaque année pour plus de 60 millions d'habitants de ce pays. Donc on n'est pas devant un flux massif. Donc des tas de gens ne les voient pas, ne les côtoient pas. Donc ne pas véhiculer un langage de peur. Voilà. Et quand on est en contact avec eux, ne pas hésiter à aller les voir. Ce sont des choses très simples. Et encore une fois, je ne me base pas sur le plan du législateur. Je ne dis pas les critères qu'il faut appliquer pour accueillir ou pas. Mais créons de l'humanité. On ne pourra pas vivre dans cette société et ressortir de cette crise debout si on n'essaye pas de créer d'abord de l'humanité entre les uns et les autres. Si on se sépare, si on ne se regarde plus, si on se méprise, si on s'ignore, on va vers des conséquences qui vont être épouvantables et dont nous aurons un jour à répondre et à payer le prix. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît de Sinetti, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre « Il faut que des voix s'élèvent » est disponible aux éditions Flammarion. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.